Voilà, Abigail. Voilà, écoutez, on a vu un film qui mérite fortement d'être discuté avec toutes les nuances qu'il apporte, hein, et c'est vraiment très surprenant qu'il y ait autant de nuances. Mais bon, qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, dans un premier temps, c'est surtout que, en fait, c'est extraordinaire. Je n'avais pas vu ce film et il aboutit finalement à vous mettre, vous cliniciens, vraiment dans le fauteuil, là, directement face à votre cas. Là. Donc, c'est votre travail, c'est de la clinique. Oui. Le psy en prison, puis il joue le rôle du supposé savoir, mais qui se tait, qui laisse l'autre déballer son truc et puis qui donne son récit. Puis bon, alors c'est la balle entièrement dans votre champ, là. Aucun doute, aucun doute. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est marrant, d'ailleurs, si on suit l'évolution de Léa Poul sur toute sa carrière, comme on l'a fait, en fait, je veux dire, son premier film était un film où on sentait déjà s'égrener les séances l'une après l'autre, comme les wagons du train. Et là, bon, la récurrence des séances a progressivement été remplacée par le cortège de l'enterrement. Puis là, nous sommes rendus en plein cœur de la séance, au fond, avec des intermèdes live, comme on dit maintenant, et des moments thérapeutiques, là, enfin, de séance. Hein. Mais le cas est absolument délimité et cadré en termes cliniques. Là. Elle est sur sa chaise et vous êtes dans l'eau. Et puis voilà, c'est pour vous. Là. Vous débrouillez avec ce qu'elle déballe. À nous de jouer. J'ai plus rien à dire. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Bon, je vais me lancer dans ce cas. Écoutez, ce que je dirais, c'est ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est la question de l'incertitude. C'est-à-dire, on a une double incertitude qui est au fond l'axe central du film. On dirait que le film est accroché à ces deux incertitudes. On a l'incertitude de qui est le père de cette jeune fille, qui se prétend algérienne tout en ayant des cheveux blonds et des yeux bleus. Et est-ce que le supposé père de cette fille a couché avec elle ou pas? Est-ce qu'il lui a mis les mains entre les jambes ou pas? C'est vraiment ces deux incertitudes qui gouvernent le film. Et la seule certitude qu'on a au fond, c'est le meurtre. Et le plus drôle, c'est que la scène du meurtre, c'est la première scène du film et la dernière scène du film. Là aussi, on a une certitude qui se répond à elle-même. Bref. Pour
Hum, Peut-être continuer dans le même sens. Et je pense aussi à Aïcha, à un moment donné dans le film, elle mentionne quelque chose par rapport au mystère elle parle en fait même, elle le dit explicitement qu'il faut comme entretenir le mystère dans son rapport avec Baz. C'est ça. Et, ouais, ça c'est très touchant parce que le mystère dont elle parle n'existe pas. En fait, elle n'a aucune histoire cachée, sinon la scène du café-bar. Hein, c'est la seule histoire qu'elle a refusé de révéler. En fait, c'est son seul lien avec l'Algérie, mettons. Hein. Son, son seul lien, mettons, atmosphérique avec l'Algérie. Parce que, bon, elle a entendu parler du nom de l'Algérie, peut-être de noms de lieux en Algérie, mais elle n'a jamais vécu dans une ambiance d'Algérien. Hein, donc, pour elle, c'est un mystère autant que pour ce gars auquel elle veut entretenir un mystère. Donc, c'est le drame des jeunes de deuxième génération, c'est qu'ils n'ont pas vécu dans une atmosphère du pays d'origine, mais n'ont fait qu'en entendre parler. Et ça amène quelque part une forme d'idéalisation de cette terre-mère. Oui, c'est ça. Comme elle idéalise aussi Hakim et du coup Baz aussi, une forme d'idéalisation. Oui. Oui, enfin, à la fin du film, on sent c'est comme l'apothéose du souvenir idéalisé, c'est quand elle est dans les bras de Hakim et que il lui apprend la phrase Enti Diali, ce qui veut dire en arabe d'Afrique du Nord, tu es mienne. Enti Diali. Alors elle répète après lui Enti Diali ou Enta Diali en tout cas, c'est pas important. Autant elle idéalise ces hommes-là qui étaient importants pour elle, autant elle démonise sa mère. Ouais. Et ça a la forme d'un Édipe sur le mode masculin. Hein. On dirait qu'on on a affaire à une inversion là maintenant. Oui, dans ses dessins, est-ce qu'elle tue pas sa mère à un moment donné? Oui, Oui, Ouais. pour coucher avec son père, oui. tout à fait, tout à fait. Mais au fond, c'est ça qui s'est produit, pas physiquement, mais peut-être psychiquement, parce que peut-être on peut penser que Baz représentait pour elle un père, ou je veux dire Hakim qu'elle avait perdu, et que cette femme-là qui s'est posée entre je sais pas, on peut peut-être faire un parallèle avec la mère, qu'elle a Ben, finalement, elle a fini par tuer. et en fait, il y a aussi une sorte de féminisation de ces pères-là. Hein. C'est des pères qui sont à la maison, puis qui préparent à manger, et il y a Baz qui veut être cuisinier, être chef. Hein, donc, Et puis, il- et puis c'est la mère qui joue le rôle du père absent, toujours au travail. oui, c'est ça, c'est ça. Et là,
elle n'arrive pas succomber, à ne pas succomber à la tentation du pâté chinois. Hein. Même si c'est sa mère qui le... Et elle regrette que ce soit sa mère qui fasse un si bon pâté chinois. Oui, tout comme si Hitler avait cuisiné le meilleur gâteau au chocolat au monde. Elle fait un parallèle avec Hitler. Ouais, Ouais, donc ça, pour aller dans le sens de ce qui était dit de la démonisation, comme Natalia, tu disais, comment elle... Ouais, une forme de clivage très fort ou Mhm. la confrontation avec la mère qu'elle démonise. Ouais. D'ailleurs, on ne sait pas c'est quoi son prénom. Je trouvais qu'au début, il y avait une emphase dans le film sur les prénoms de chacun, un peu l'histoire de son prénom Aïcha, Hakim, Baz, mais la mère, elle n'est jamais nommée par son prénom. En fait, c'est ma mère, ou à un moment donné, quand elle, voilà, le personnage de la mère qui est interprété par Karine Vanas, qui est rencontrée par, je crois, une enseignante de l'école de Aïcha lorsqu'elle est jeune. Elle s'adresse à la mère comme Madame Saint-Pierre, mais on ne sait jamais quel est son prénom, comme si elle n'existait pas, comme si... Ouais. Elle est déshumanisée, c'est un démon, c'est Hitler. ouais. Et le rôle des prostituées, j'ai comme pas trop saisi parce que ça passe rapidement, mais elles sont là des moments, les deux prostituées, des moments Mais pas si rapidement que ça, parce qu'elle-même, elle se met dans ce rôle. drôles, ouais. Quand elle va dans la, tu sais, elle cherche un rapport avec un homme dans sa voiture, puis après, elle prend son argent. Et puis C'est des aussi, elle... travelots, hein? C'est pas des femmes, Comment? c'est des travelots. Oui, bon, mais je crois qu'elles se disent, elles, quand même, Oui, quand oui, on les oui, entend par les prénoms qu'elles utilisent, elles disent, ouais, t'as vu, elle et je ne sais trop. c'est vrai. Mais qui font de la prostitution, les deux. C'est Oui, ça? oui, oui, oui. Oui. Et même dans ses fantasmes à elle, après, elle le reproduit. Hein, c'est parce que quand elle parle non, à base, tu sais, elle dit qu'elle aimerait euh, servir un homme. Puis elle met, je pense qu'elle a dit une pute, quelque chose comme ça. Oui, oui, elle a dit, ouais. Ah, mais c'est J'aimerais très- être une pute. Je ne sais pas qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Peut-être j'aimerais être une pute. Ouais, Mais c'est ça. un seul homme, un homme qui m'aimerait. mais c'est intéressant parce qu'elle commence en disant je voudrais être une pute, et ce qu'elle finit par décrire, c'est une épouse. Vraiment Ouais. le cliché de l'épouse, hein, c'est pas bon, puis évidemment, la critique féministe, ben, une épouse, c'est une prostituée domestique. Bon, alors, c'est pour ça que l'autre lui répond, ben, Françoise David serait fière de toi. Mais finalement, elle a des idées très, très, très classiques de ce qu'est son idéal. Elle se veut très, très rebelle, mais au fond, elle veut quelque chose une sorte de cliché romantique, là. Oui, comme la relation platonique avec Baz qu'elle imagine. Elle n'entend pas Ouais. qu'est-ce qu'il dit quand il tente de la recadrer. Elle est dans son monde romantique, imaginaire, sans limite. Ouais. Mais donc, les prostituées, c'est quand même. Je trouvais oui, elle reprend souvent ce que les prostituées. Euh, elle semble vouloir lui apprendre sur ce que c'est une relation amoureuse sans avoir aucune espèce d'idée que l'enfant elle est amoureuse de base qui a 30 ans, qui pourrait être son père ou je ne sais trop. Mais c'est drôle de voir le rôle qu'elles prennent avec elle. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu dirais de ce rôle? Je ne sais pas, justement, c'est quoi le rôle qu'elles tiennent. Des initiatrices à la féminité. Comment? Ce sont eux ou elles qui l'initient à la féminité Mm. pour pousser à bout les inversions de ce film. Moi, j'ai pas vu tout ce que vous aviez dit, mais je trouve que c'est très intéressant. Mais moi, j'ai surtout vu de l'errance par rapport à un individu à qui jamais on ne donne un discours précis sur quoi que ce soit. Jamais on lui dit rien de précis à cette petite.
jamais. Elle va d'un endroit à l'autre, elle erre d'une personne à l'autre en quête de discours, donnez-moi quelque chose, quoi. Oui, c'est vrai. Et dans cette errance, elle est souvent en patin en roue aligné. Et elle est beaucoup en mouvement. Ouais. Je ne sais pas si elle se profile dans tout ce que vous avez évoqué, mais je me demande si elle va si loin, si elle n'est pas tout simplement une gamine de 13-14 ans, 12-13 ans, je ne sais pas quel âge elle a à peu près. Hein. Elle a 14 ans, 14. elle dit. Oui, mais bon, c'est vrai que moi je les vois encore comme une enfant un peu, mais en quête d'un discours surtout, on ne lui dit rien, jamais. Ni base, ni personne ne lui dit rien. On Elle l'entoure mentit. d'action, de discours, mais on lui dit, elle questionne comme elle peut, puis il n'y a aucune réponse qui vient. Mais même, tu trouves, avec son père Hakim, il n'y avait pas justement un certain sens qu'elle trouvait. Parce que tu sais, quand elle dit c'est la seule personne qui m'a protégée, c'est lui, c'est Hakim. Il l'a protégée, mais il ne lui a rien dit. Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'il lui a rien dit? À la fin du film, elle en est comme au début, quoi. Elle a erré de l'un à l'autre, de sa mère à base, de base à un autre homme, bon, elle court un peu partout. Mais est-ce qu'elle n'est pas encore à la recherche de ce Hakim qui était quelque part cette seule base justement de protection, de discours quelque part auquel elle s'identifiait aussi à travers cette culture algérienne, à travers la musique, à travers la nourriture algérienne. Je sais. Et elle mendie des sous aux Juifs. Là. J'ai remarqué, il y a souvent un Juif dans les films de Léa Poul qui a un restaurant ou un magasin. Celui qui a le dépanneur? Oui, oui. À quoi tu as vu qu'il était juif? Ouais, à quoi Il mon avait le kippa. Il a la kippa. Ah bon? Et puis la barbe, là, enfin non, la barbe est peut-être pas caractéristique, mais la kippa. Et il dit, si je suis mis en prison, qu'est-ce qui va arriver? Je vais devoir vendre mon magasin aux Chinois. Mais je me demande, je veux dire, tout est comme beaucoup de choses classiquement psychanalytiques là-dedans. Vous ne voyez pas de l'hystérie dans son comportement, c'est-à-dire performance pour séduire la contrepartie, l'homme, bien sûr, là, mais aussi les dessins. Là. Il y a quelque chose de délibéré, il y a quelque chose de mise en scène dans ces dessins-là. Là. C'est comme si c'est trop cousu de fil blanc, en quelque sorte. C'est vrai, c'est très, très hystérique, là, à part le meurtre de la mère, là, qui est pas dans le tableau hystérique classique, là. Mais bon, mais l'hyperséduction frénétique qui cache en fait une sorte de prise de pouvoir sur le père, ça c'est très hystérique, effectivement. Un autre élément important que je trouve qui peut peut-être aussi expliquer certaines choses, c'est quand elle reproche à sa mère de... Comment elle a formulé ça? Je ne me rappelle pas exactement, mais elle a dit quelque chose comme quoi tu t'es... comme quoi elle était de trop, parce que sa mère est tombée enceinte d'elle sans la vouloir. Donc, c'est comme l'enfant non désiré, ça fait penser par la mère. Donc, et c'est peut-être ça comment on peut peut-être aussi, ce qui m'amène à penser au clivage, parce que elle s'est jamais, dès le début, elle s'est construite comme l'enfant qui n'était pas désiré par la mère. Donc, elle n'était désirée que par le père, peut-être dans ce qu'on voit dans leur rapport. Mais elle est quand même, elle a été conçue dans une relation d'adultère, alors que la mère est en relation avec Hakim. En plus, ça amène un autre élément de complexité. Oui, ça, c'était pas clair.
On sait que Hakim n'était pas son père et qu'il était là pendant qu'elle était enceinte. Oui, on peut supposer qu'effectivement, il y a eu un adultère, ou bien alors, la femme est tombée enceinte, puis elle a connu Hakim qui a vécu la grossesse avec elle. Ça peut arriver aussi. Ah, moi, je n'avais pas compris comme ça. Moi, j'avais compris qu'ils étaient un couple. Et il l'a trompée certaines fois et elle l'a trompé qu'une seule fois. Et c'est à cette relation extra-conjugale qu'elle est tombée enceinte d'Aïcha. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Parce que lorsqu'elles ont un conflit, qu'elles sont chacune d'un côté de la porte, qu'Aïcha est dans sa chambre à coucher et qu'elle s'engueule, elle dit, mais ton père, Hakim m'a trompé plein de fois. Moi, je l'ai juste fait une fois. Et quelque part, moi, je disais que c'était cette fois-là qu'elle l'avait trompé, tout en étant en relation avec Hakim, qu'elle est tombée enceinte d'Aïcha. Parce que, non, c'est ça que j'ai compris. Ben, écoute, moi, quand il gueulait comme ça, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle met les sous-titres. Oui, effectivement. Parce qu'il y en a d'autres qui ont... Comment? Mais à ce moment, si elle était en relation déjà avec Hakim, comment elle a supposé que l'enfant n'était pas de lui, puisqu'elle couchait avec les deux, au fond? C'est ça qui est un peu bizarre. Ouais, je sais pas. Parce qu'elle se demande à un moment donné, je trouve que ça fait vraiment le discours de l'adolescent quand elle dit, mais moi, je m'en fous, c'est qui mon père, mais je voudrais vraiment savoir c'est qui. Cette ambivalence de j'en ai rien à foutre, c'est qui mon père, mais je veux savoir c'est qui. Oui, effectivement, ça c'est une... Enfin, oui, ça va dans le mystère, dans cette notion de mystère qu'on nomme depuis le début. Et cette envie d'attraper Oui, et de maîtriser cette incertitude. ouais, ou même de posséder. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de je veux posséder l'autre comme elle a l'impression de posséder Baz, ou elle rentre chez lui en prenant la clé qui est sur le cadre de la porte, comme si elle était chez elle, complètement à l'aise, sans aucune forme de, je sais pas, elle ne sent pas intrusive, elle est chez elle. Ouais, elle a beaucoup de facilité à rentrer et sortir en relation avec les gens aussi. Ouais. Et bon, ce qui est frappant aussi, c'est que la copine de base, celle qui a été assassinée, est totalement absente, en fait. Elle n'a absolument aucune existence, à part qu'elle était potentiellement la copine de base. Ouais. Elle est très absente, à peu près aussi absente que la mère, peut-être même plus, hein, mais... Il y a l'idée de pouvoir aussi, tu sais. Mais bon, ça reste... À travers les mensonges, notamment, cette manipulation. Ah oui, Nous tient, nous, en spectacle. Comment? elle a une capacité de mentir comme Lucky Luke qui tire aussi vite que son ombre. Elle ment aussi vite que son ombre. Ouais, ça a inventé un monde, son propre monde, qu'elle ne cesse de réinventer. Oui, oui, je sais plus, c'est la scène où justement elle rentre chez Baz. Il y a trois versions de cette même scène. Et même nous, enfin moi comme spectatrice, j'avais plus, c'était oui, la vérité, on ne sait plus. Pas de vérité absolue. Ouais. Et puis on apprend au fond que toutes ces scènes ne sont que le récit qu'elle fait à l'enquêteur. Hein, Au fond, le film se dévoile lui-même comme un récit. Hein? On lui retire son caractère naturaliste, on vous montre des choses qui se passent, et on se dit non, 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 c'est quelqu'un qui vous raconte quelque chose de sa propre subjectivité.
Hein? Oui. Oui. Donc, il y a un peu une mise en abîme parce qu'évidemment, c'est ce que fait le cinéaste aussi, sans parler. Enfin, qui, peut-être sous couvert d'autre chose, finalement, nous parle d'elle. Hein? C'est Léopold aussi qui nous parle. Mais c'est la même distance que le patient quand il est dans notre bureau, c'est-à-dire quand il nous fait un récit, on n'est pas obligé, d'ailleurs on est même obligé de faire l'inverse, c'est-à-dire on n'est pas obligé de le croire. Hein. On sait que ce qu'il nous dit est le pur produit de son désir ou de son fantasme. Et les rapports à la réalité sont fortuits, des fois un peu plus vrais, mais des fois très ténus. Et en tout cas, notre travail n'est pas de vérifier l'exactitude de ces propos. Hein, Alors, l'écoute anthropologique consisterait précisément à écouter pour repérer ce qui se répète et la structure du récit qui nous déballe. Voilà. Alors, que ce soit vrai ou non, ce n'est pas la question. C'est ça, c'est ça. Oui, en parlant de, tu sais, enfin, comment on se sentait comme spectateur ou spectatrice, à un moment donné, quand elle parle à ce qu'on peut imaginer être une agente de police ou de la DPJ, à un moment donné, ce personnage disparaît et on se retrouve derrière la caméra. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce switch un peu de perspective où c'est comme si c'était moi qui étais derrière, ou nous, enfin nous comme spectateurs qui étions derrière la caméra, qui filme Aïcha qui est au poste de police ou de la DPJ ou je ne sais trop. Ah, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que est-ce que le film nous montre que c'est une caméra qui filme cette déposition ou quand la psy de la prison s'en va, là, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une caméra qui, dans la diégèse du récit, la filme elle, ou est-ce qu'on est, nous, dans la position, bon, on est seul dans la salle avec elle, et puis, oui, c'est ça. On ne sait plus. Mais enfin, moi, ça m'a un peu interpellée. Je disais, c'est moi qui est en train de la filmer pendant qu'elle me parle. Ben oui, c'est ça. On est mis dans la place de la cinéaste. Oui, c'est ça. Et de la psy en même temps. Tu sais, tu veux construire tout ça, cadrer, oui. Oui, mais justement, c'est une volonté de la réalisatrice de pouvoir être, de voir, en fait, de mettre en avant les différentes versions d'une même histoire. Et donc, du coup, elle s'offre cette liberté dans la réalisation de pouvoir montrer un peu tous les niveaux de perception sur un même événement. Oui, le niveau de généralité, oui. Oui, c'est ça, il n'y a pas une forme de discours habituel de la narratif là, mais justement osciller entre les différentes versions de la même histoire. Et c'est aussi Aïcha qui révise son récit en fonction du silence incrédule de sa contrepartie, de son interlocutrice, qui en même temps nous. C'est ça, on la voit jamais, l'interlocutrice en question, on la voit jamais. Oui. Toi, tu dis que c'est une fille, moi je me disais que c'est peut-être une agente de la police, ou je ne sais pas trop. On l'a jamais vue. On la voit de derrière, de dos, mais son visage, on ne le voit pas. Alors, c'est sa tête, il faut se mettre. Sa tête, c'est la nôtre. Hein? C'est ça, c'est nous qui sommes la tête de l'agente. Et on présume et Aïcha s'adresse frontalement à nous, là, de trop près même. Et elle voit bien que nous, en bon psychanalyste, on ne dit rien, puis on la laisse parler parce qu'on veut analyser son cas. Hein? Mais est-ce que ça la force à revenir sur elle-même parce qu'elle n'a pas de réaction? Hein? L'autre est dans sa discipline psychanalytique. Donc, elle n'est pas dans un dialogue. Mais elle-même est forcée à revenir sur elle-même, à revoir son récit pour qu'il soit plus convaincant, parce qu'elle n'a pas la réaction escomptée. Bon. C'est comme si elle, après avoir fini une partie de récit, elle s'entend le raconter à travers
le silence de Ouais. son interlocutrice. Et là, elle le remanie après l'avoir entendu par les oreilles de son Ben oui. interlocutrice. Hein. C'est comme un Donc, le signe. silence de l'autre, le silence de l'interlocutrice lui permet de s'entendre elle-même. C'est ça. Permet, ouvre un espace de réflexivité. Comme en psychothérapie. Exactement, oui. Et là, bon, c'est en psychothérapie, quand on a fini la séance, puis qu'on sort, là, ça reprend. C'est comme une réinterprétation à partir du point final aussi. C'est-à-dire que, bon, le silence de l'interlocuteur, c'est une fin de phrase ou une fin de paragraphe, mais la fin de la séance, c'est la fin du chapitre, mettons, ou la fin de plusieurs paragraphes. Hein, et ça permet donc ça a un effet, comme on dit, de rétroaction, hein, de rétroaction compréhensive, mettons. Hein, Lacan parlait du point final de la phrase qui avait un effet rétroactif ou qui permettait la compréhension de la phrase. C'est-à-dire qu'on ne comprend vraiment une phrase qu'à la fin, quand le point est mis. C'est intéressant parce que je me demande en fait, tu as dit quoi de ces gens qui n'arrivent pas en psychothérapie mettre un point à la ligne ou un point final et qui sont plutôt dans une Oui, oui. diarrhée de mots interminable. Oui. Comme disait mon père, il disait un déluge de paroles dans un désert d'idées. C'est plus poétique que ma diarrhée verbale, en effet. C'est moins anal que ce que j'ai proposé. D'accord. Et quelque part, Aïcha, il n'y a pas. Oui, dans ce que disait Cécile, il y a tellement de mouvements constants, autant le personnage qui bouge physiquement, mais relationnellement, qu'il n'y a pas de point final. À part la prison, Oui, à part la fin, la prison, ouais. C'est comme enquête, d'être constamment en quête. oui. En quête de réponse. Et c'est curieux, mais c'est comme une enquête qui a ses réponses, pas par les réponses seulement, mais par les silences aussi. C'est-à-dire, les silences peuvent être aussi instructifs que les paroles. Hein, Oui, on la voit même dans son discours en prison quand elle va commencer par mentir et après un silence, justement, elle se reprend et là, elle va redire la version qui est plus la vérité. qui convient mieux. Mais écoutez, c'est drôle. Je ne voulais pas aborder la question, mais je pense que c'est impératif que j'en parle. C'est que ChatGPT fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire que on peut dire, si vous voulez, que ChatGPT est un immense hystérique. Un immense hystérique qui nous dit ce que nous voulons entendre. Voilà. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que
il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au mode de production, si vous voulez, de ChatGPT. Et bizarrement, les phrases qu'il dit, ou chaque mot qu'il dit, c'est un mot qui est gouverné par la plus grande probabilité de paraître. C'est-à-dire que lui, il ne comprend rien, mais il dit à chaque fois le mot qui devrait avoir la plus grande probabilité d'être prononcé à ce moment-là. Et donc, c'est purement de la statistique pour faire plaisir au public, mettons. Enfin, c'est pas tout de suite. Le public qu'il s'est construit est une sorte d'immense agora, si vous voulez, avec des millions de gens qui ont collaboré à constituer ce public. Mais néanmoins, c'est un appareil, si vous voulez, qui s'adresse à ce public immense et qui lui donne à entendre ce qu'il est supposé devoir entendre. C'est bizarre, pourtant il dit des choses très intelligentes de cette façon-là. Mais son modus operandi est très sommaire, tu sais, il n'a pas une intelligence déductive. Il a simplement une intelligence verbale du mot qu'il doit dire immédiatement. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Là, un genre d'intelligence rhétorique. Oui, c'est ça, c'est ça. À peu près comme Aïcha. Aïcha, elle regarde le visage de base et elle dit ce que ce visage appelle. Tu sais, ma mère m'a enfermé dehors, tu sais, alors que cette pauvre mère ne lui a rien fait, tu sais, mais elle sait comment aller le stimuler, quoi. De le prendre par les sentiments. C'est ça, tu sais. Je n'ai pas d'école. Si, j'ai de l'école, mais ce n'est pas important. Il y a les diverses versions. J'ai rien mangé, j'ai juste pris un pain au beurre de pinot. Depuis hier soir, Hier soir, j'ai les mains vides. alors qu'elle a bouffé à midi le pâté chinois. Que sa maman lui a préparé. C'est ça, oui. La pauvre maman. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous avez dit au début de cette séance, de la rencontre, que vous avez parlé du complexe d'Édipe inversé? Oui, enfin, c'est-à-dire que bon, disons que je dirais qu'on a affaire ici à un complexe d'Édipe unisexe, c'est-à-dire comme les coiffeurs unisexes, on a un Édipe unisexe où bon, ça n'a pas d'importance que ce soit un garçon ou une fille. De toute façon, c'est le sexe opposé qui est attaqué, puis qui est tué. Bon, dans l'Édipe féminin chez Freud, bon, il n'était pas vraiment question d'Électre, hein, comme on dit, le complexe d'Électre. Mais dans ce cas-ci, c'est ça serait plus près du complexe d'Électre, le cas d'Aïcha. Oui, c'est possible parce que, au fond, Électre, Électre, elle a été tuée par Oreste. Et si elle a été tuée par Oreste, c'est parce qu'elle a fait tuer Agamemnon. Et si elle a tué Agamemnon, c'est
Agamemnon avait tué Iphigénie. Donc, c'est quand même... Bon, je ne sais pas le complexe d'Électre, comment les gens l'ont pensé, mais je veux dire, il ne s'agit pas de la simplification qu'on a dans l'Édipe, où il y a juste 3 personnages, tu sais. Là, on a Iphigénie, Agamemnon, Oreste. Ah, ok, c'est plus complexe. Ah, moi, j'avais saisi que c'était, ben, évidemment, c'est un peu vulgarisé, mais que le complexe d'Électre, c'était le penchant pour la fille du complexe d'Oedipe. Ouais, ouais. Là, clairement, oui, on a complexifié encore ça pour les femmes et que ça soit plus compliqué. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que 3 personnes. Mais, Mais Électre, c'est quand même. Bon, moi, j'ai surtout dans la tête l'opéra de Richard Strauss, Electra, bon, qui est basé sur ce que c'est Échille ou Sophocle, mais enfin, c'est une sorte de synthèse des versions classiques, mais qui était de façon intéressante, était absolument contemporaine de Freud à Vienne. C'est vraiment ce fond édipien, mais inversé déjà là, vers 1909. Donc, mais l'idée d'Électre, c'est que elle se venge, elle se fait venger par son frère, mais elle était prête à faire le meurtre elle-même du meurtre de son père adoré par sa mère Clytemnestre. Donc, c'est ça qui arrive dans le film aussi, en quelque sorte. La mère a tué le père adoré, idéalisé, mis sur un piédestal, et puis ça demande une vengeance. Donc, elle est toujours en mode vindicatif par rapport à sa mère, là, quand elle fait une sorte de mal absolu, Hitler et tout ça. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le complexe d'Électre. Oreste ne tue pas Électre, à ma connaissance. Oreste tue sa mère, non? C'est ça, ben, à la demande d'Électre. Ok, je mélange. En fait, il a déjà dans l'idée de se venger du meurtre de son père. C'est déjà son projet. Oui. Mais quand c'est centré sur Électre, elle aussi, elle prend ça elle a un investissement qui est à un autre niveau même que celui d'Oreste. C'est encore plus viscéral pour elle. Hein? Ok. C'est elle le complexe. Donc, les deux frères et sœurs se conjoignent C'est ça. Parce que, bon, elle est là, elle se morfond, évidemment, maltraitée par Clytemnestre en situation d'abus perpétuel. Elle rêve de vengeance, mais elle rêve en termes du retour d'Oreste. Un jour, Oreste va venir et va venger notre père. C'est ça son fantasme. Puis un jour, un messager vient annoncer à sa mère, on doit vous annoncer la mort de votre fils Oreste. Alors là, c'est le désespoir d'Électre, et c'était simplement un stratagème pour désarmer la vigilance de Clytemnestre et d'Égiste, parce qu'il y a un beau-père là-dedans aussi. Parce qu'en fait, le messager, c'était Oreste. Ça finit par éclater dans la pièce, une sorte de reconnaissance très, très touchante, très extatique, en fait, là, quand Électre croit avoir tout perdu. Et puis elle parle au messager, puis à un moment donné, Oreste reconnaît dans cette souillon sa propre sœur, qui elle-même elle reconnaît son Oreste, et puis là, c'est un cri presque inhumain de soulagement et d'extase qu'enfin sa vengeance va pouvoir avoir lieu. Parce qu'autrement, avant, elle était en train d'essayer de déterrer la hache d'Agamemnon pour essayer de faire ça elle-même. Elle essaie même d'avoir l'aide de sa sœur Chrysothémis pour l'aider dans son acte, mais elle n'a pas la même motivation. Bon. Alors, Oreste est quand même venu à la fin, mais tout ça, c'est très, très lourd, toute cette histoire-là, telle que mise en scène dans la Vienne de Freud. Donc, ça brasse le même genre de matière. C'est ça. Mais pour ajouter à la chose, je dirais que ce qui est intéressant chez Freud et dans la naissance de la psychanalyse, c'est que Freud découvre 2 sortes de traumas. Le trauma de guerre, le trauma violent et le trauma sexuel.
Il commence par le trauma sexuel, où c'est toujours le père qui abuse de la fille. Hein, on ne sait pas pourquoi, c'est toujours le père. Et, et il semble que ce soit tous les cas qu'il a où le phénomène se présente. Et puis, le cas de violence, où bon, c'est le fils qui est traumatisé de guerre et qui revit son traumatisme. Mais bon, il n'y a pas que dans la guerre qu'il y a ces traumatismes aussi. Alors, on a ces deux traumatismes qui surviennent quand alors, c'est sur ça que j'ai essentiellement travaillé, si vous voulez. C'est sur ce moment au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, où l'univers traditionnel religieux fondé sur la religion du XIXe siècle bascule et est remplacé par un univers laïque, sécularisé. Alors, entre les deux, on a un moment de transition. Alors, c'est quoi qui pourrait caractériser pour nous ces deux moments-là? Alors, la meilleure façon que j'ai eu de le comprendre, c'est de dire que le premier moment, historiquement, c'est le moment où prédomine Abraham. Bon, comment il prédomine? Il prédomine en levant le couteau sur son fils et en mettant une distance que le fils ne peut pas franchir entre lui et son fils. Hein, le couteau met une limite. Et en même temps qu'il met une limite, il met une limite aux pulsions. Hein, l'univers abrahamique, si vous voulez, c'est un univers où les pulsions sont très bien contrôlées, où chacun est à sa place, où il n'y a pas de... C'est l'univers, si vous voulez, du plaisir. Hein, c'est-à-dire que c'est un univers où les pulsions sont contradictoires. Quand il y a un désir, il y a une opposition à ce désir. Et puis, quand il y a un désir excessif, il trouve toujours moyen, grâce à un apport extérieur contraire à lui, de diminuer son intensité. Et quand il diminue son intensité, c'est la décharge de la pulsion et c'est le plaisir qui entre en jeu. Donc, l'univers de la fin du 19e siècle, du début du 20e, c'est un univers où le plaisir est possible. Pourquoi? Parce que chaque pulsion a son contraire. Chaque pulsion peut être contrôlée par une pulsion contraire. Alors que quand on passe au XXe siècle, on n'a plus affaire à un univers contradictoire et on entre dans l'Édipe. C'est-à-dire que la distance que Abraham était capable de mettre avec son fils, cette distance-là n'existe plus et elle n'existe tellement plus que le fils peut avoir accès à son père et le tuer. Hein, donc, il y a une perte de contrôle pulsionnel, si vous voulez, et les pulsions à ce moment ne sont plus contradictoires, elles peuvent augmenter, elles sont, si vous voulez, progressives et sans limite. Hein, c'est pour ça qu'on n'est plus dans l'univers du plaisir, on entre dans l'univers de la jouissance. De la jouissance qui est sans limite, elle est toujours au maximum. Et bon, alors, donc on a un temps d'Abraham, un temps d'Édipe, on a un temps de plaisir, on a un temps de jouissance, et on a un temps d'Abraham où le couteau est suspendu, et un temps où le couteau s'abat, c'est-à-dire un temps où
les gens deviennent des traumatisés. Bon, les garçons sont traumatisés par le couteau qui s'abaisse, par l'Édipe, mais les filles aussi sont traumatisées. Elles deviennent tout à coup toutes traumatisées par leur père. Pourquoi? Parce que en même temps que le couteau s'est abaissé, c'est le pénis qui s'est abaissé. Donc, Abraham, ce que la Bible ne dit pas, évidemment, Abraham a levé le couteau sur son fils, mais il a aussi levé le pénis sur sa fille. Je veux dire lever le pénis, ça veut dire qu'il aurait pu violer sa fille, mais il ne l'a pas fait, et il a suspendu son geste comme il a suspendu son couteau. Donc, il y a une suspension du geste abrahamique qui a duré 2500 ans. Hein. Et puis, depuis le XXe siècle, le pénis s'est abattu. C'est pour ça qu'on a eu cette myriade d'hystériques qui venaient se plaindre à Freud d'avoir été violés par leur père. Et le couteau s'est aussi abattu. C'est pour ça que les traumatismes sont devenus le symptôme du XXe siècle. Tout le monde est traumatisé jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu la mode d'avoir un PTSD, comme on dit. Oui. Mais ce que tu nous dis, finalement, ça structure aussi le film, parce que c'est même culturel, parce que Abraham, Hakim est encore dans ce régime-là, hein, et pour cause. Et bon, ses attitudes ont une logique abrahamique. Il ne va pas à la jouissance, il se tient dans une sorte de plaisir relativement innocent, mais il est interprété de façon édipienne. Exactement. Et là, tout bascule. Exactement. C'est d'où l'éternel malentendu. C'est les gens qui sont dans le système abrahamique puis qui ont des relations plutôt de proximité entre eux, peuvent se tenir par la main, se caresser les cheveux. Elle est furieuse parce qu'il lui a mis la main sur les cheveux. Elle voudrait qu'il lui mette la main aux fesses plutôt. Oui. Alors voilà, c'est vraiment cet affrontement des plaques tectoniques là, des continents abrahamiques et du continent édipien qui est mis en scène dans ce film. On a le fin mot de l'histoire, de ta théorie. Ça a illustré ta théorie là, dans une seule histoire. Tout à fait. Absolument clinique dans sa structure. Et c'est en fait le genre de cas clinique à laquelle tu as affaire avec des moyens orientaux souvent. Puis Oui. Et nous, dans le fond, jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'être, qu'on soit orientaux ou blancs, occidentaux, on est systématiquement travaillé par la raison d'État, hein, qui est devenue une raison d'État édipienne et qui veut sans cesse nous amener à rompre ou à distancer nos liens sociaux qui sont un peu trop proximes, un peu trop tendres, un peu trop donc, ils sont toujours suspects. Ils sont toujours suspects, oui, c'est ça. Donc, et bon, je veux dire, c'est ça qui est problématique, c'est que nous, les psychanalystes, en utilisant sans cesse l'Édipe, on introduit les gens à ce nouveau système. Et c'est paradoxal, en tout cas, on veut les aider, tout ça, mais on les introduit à un système qui est pas mal répressif, en fait. Hein, c'est ça qui est... C'est très problématique comme problème. C'est comment ne pas utiliser l'Édipe dans notre pratique, parce que l'Édipe provoque des changements structuraux chez la personne qui sont importants. Et
Bon, Lacan lui-même a reconnu ça. Hein. Un jour, il avait deux patients noirs qui étaient africains et un jour, il a parlé de ça, il a dit « je les ai édipianisés hein. ». Il les a introduits à l'Édipe, c'est-à-dire ces gens qui auraient pu, je veux dire, produire dans leur traitement tous les linéaments de leur culture, avec tout ce que leur culture a de passionnant, au lieu de ça, ils ont été se foutre dans le piège édipien et ressasser ce que tout le monde veut entendre, mon papa, puis ma maman, puis ci, puis ça. Enfin, c'est désolant quand même enfin, qu'on soit tombé dans ce piège. Et comment est-ce que vous situez ce que Toby Nathan a essayé de faire en ethnopsychiatrie? Ben, écoutez, je suis très, très favorable à ce genre de démarche que moi-même j'ai faite. Enfin, pas dans les termes de Toby Nathan. Toby Nathan, il est très africain dans sa façon de travailler. Il travaille en groupe, un groupe de patients, un groupe de thérapeutes, mais bon, ça, on ne peut pas, quand on est en privé, on ne peut pas faire ce genre de choses, mais moi, je suis plus du côté des gens d'Afrique du Nord, c'est avec eux que je travaille le plus, ou des Moyen-Orientaux. Mais j'ai une écoute anthropologique, c'est-à-dire que je n'ai pas une écoute édipienne, j'ai une écoute anthropologique. Et ça, vraiment, je le soutiens très fortement, parce que je considère que l'écoute édipienne est nocive. Elle fixe les gens dans une problématique très politique qui n'a pas de sens là. À mon avis, il faut ramener les gens à leur anthropologie personnelle, à leur système de valeurs culturelles qui leur sont proches, qui leur sont familières. Et c'est comme ça qu'ils se construisent à travers tous leurs signifiants culturels. On ne va pas tous les domestiquer avec les mêmes hosties de concepts édipiens. Là. Ça n'a pas de sens. C'est comme les mettre en prison. Là. C'est trop. Là. Mais, enfin, voilà. Des fois, j'ai de la verve. Bon. Écoutez, peut-être, si vous avez des questions, on peut en prendre un peu, et autrement, on peut passer à l'aspect plus clinique.